Bienvenue à ce webinaire, donc notre webinaire du mois de février. Moi, c'est Mélanie-Anne Sweetman, je suis la responsable du renforcement des capacités au réseau 1. Donc aujourd'hui, on est vraiment content d'avoir avec nous Lara Maillet, France Desjardins et Safa Bensad qui vont nous parler un peu d'un projet de recherche-action qu'ils ont mené à Sherbrooke, là, donc vraiment dans l'idée d'améliorer l'accès aux services de santé pour les personnes réfugiées. Donc, Lara Maillet, qui est professeure à l'ENAP et qui se spécialise en l'organisation des services de première ligne. France, qui est médecin responsable d'une clinique des réfugiés et qui a fondé, en fait, cette clinique. Safa Bensad, qui a participé au projet comme citoyenne, mais qui est aussi professeure à la faculté de droit à l'Université de Sherbrooke. Donc, bienvenue, mesdames, avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Donc, juste un petit rappel pour les participants. Si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, là, vous pouvez nous les écrire. Vous avez une petite boîte là, qui s'appelle questions. Vous pouvez nous écrire vos questions tout au long. On va prendre les questions à la fin de la présentation. Vous pouvez aussi, à la fin, quand ça va être la période de questions, vous pouvez lever votre main. On va à ce moment-là vous ouvrir votre micro. Vous pourrez poser la question directement à nos invités. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Lara pour qu'elle nous présente, commence à nous présenter ce beau projet. Donc, bonjour tout le monde, c'est un grand plaisir d'être aujourd'hui parmi vous de façon virtuelle, mais quand même présente avec mes coéquipières et collègues Safa et France. Donc, tout d'abord, pour commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette recherche-action qui s'est étalée sur 18 mois. Je tiens aussi à remercier évidemment le Réseau 1 pour le financement de ce projet qui va nous mener loin. L'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux qui nous a servi d'infrastructure de recherche et avec lequel on travaille encore de façon très, très étroite puisque on est chercheur régulière dans cet institut. L'intervention de quartier, la banque interprète du service d'aide aux néo-canadiens à Sherbrooke, le SANC, le comité consultatif au sein du SUS de l'Estrichus et évidemment l'équipe de recherche qui est une grosse équipe de recherche avec des personnes tant du milieu académique que du milieu clinique et communautaire avec lesquelles on a travaillé main dans la main durant ces différents mois. Donc, merci à toutes et tous, évidemment. Donc, pour des raisons administratives ou logistiques, en tout cas, nous n'avons aucun conflit d'intérêt dans la présentation qui va suivre, ni France Desjardins, ni Safa Bensad, ni moi-même. Les objectifs de la présentation, en fait, on en a 3. On était plus ambitieuse que ça, mais on s'est quand même réduite à 3 à la fin, puisqu'il fallait qu'on tienne dans 30 minutes. Donc, premièrement, on va vous faire connaître la démarche de la recherche-action qu'on a entreprise. On va identifier les liens qui manquent entre pour l'intégration entre les trajectoires de service, les besoins des personnes réfugiées et ceux des intervenants et des gestionnaires. Donc tout ça sous forme d'enjeux. Évidemment, on ne rentrera pas aujourd'hui dans la définition puis dans la précision des trajectoires de service en tant que telles, mais on va voir déjà tout ce qui se dessine au niveau des enjeux et des besoins qui soient répondus ou non au niveau des services offerts sur le territoire de Sherbrooke. Et finalement, on va identifier les résultats sous forme de scénarios qui ont amené à des retombées assez concrètes et à des suites pour cette recherche-action qui a porté fruit. Donc, sans plus tarder, au niveau de la recherche-action, on s'est basé sur un texte de Gay et Prudhomme par rapport à la recherche-action comme étant une pratique méthodologique centrée sur la résolution d'un problème concret et vécu dans une situation réelle. Donc, clairement, on y est au niveau de l'accès des services de santé pour les personnes réfugiées. Dans une situation réelle, on y était plus que dans la réalité, en étant impliqué directement dans autour de l'intervention de quartier, d'un quartier de Sherbrooke qui fait partie des quartiers les plus défavorisés et au sein duquel il y a une grande proportion de personnes réfugiées qui y sont installées.
Donc, tout ça, c'est dans le but d'apporter des changements bénéfiques, de contribuer au développement professionnel des personnes qui y ont part et d'améliorer les connaissances sur cette situation. Donc, vous remarquerez que professionnel est en italique parce qu'évidemment, ce n'est pas uniquement au niveau professionnel qu'on a fait notre recherche-action, mais là, je voulais respecter les mots des auteurs. Mais en termes de développement, c'est tant au niveau, oui, professionnel, en termes de gestion, en termes de l'implication des usagers puis des personnes directement impliquées dans la communauté, qui soient des citoyens de la communauté ou bien des personnes non impliquées de façon professionnelle. Au niveau de la situation de départ, alors quand en fait c'est plusieurs circonstances qui ont fait que ce projet a vu le jour, mais avant la rencontre entre Dr Desjardins et moi, il y a eu déjà beaucoup de choses qui s'étaient passées sur ce territoire-là par rapport à l'accès des services pour les personnes réfugiées. Il y avait beaucoup de questionnements ou d'incertitudes ou de perceptions par rapport au manque d'accès aux services de santé pour ce type de clientèle-là, mais aussi par rapport en termes de coordination, d'intégration, continuité des services à l'interne de l'établissement de santé, mais aussi avec les autres organismes du territoire. Et évidemment, il y avait des barrières à l'implantation d'actions intersectorielles qui étaient définies comme étant les actions vers lesquelles il fallait aller pour avoir une prise en charge globale et efficace des personnes réfugiées. Donc ça, c'était un peu la situation de base de laquelle on est parti, France et moi, quand on a commencé à discuter de la mise en place d'un potentiel projet et qu'ensuite tout a gravité autour pour tous les astres se sont alignés pour aller de l'avant avec ce projet. Donc, si on se base sur quelques évidences scientifiques quand même, on voit qu'il y a une approche, on est basé sur une approche active basée sur les besoins locaux pour accompagner, soutenir, implanter des services conçus par, pour et avec les personnes concernées, d'où le fait que c'était plus qu'important et pour France et pour moi et pour l'ensemble de l'équipe qui s'est adjointe au projet par la suite, d'impliquer non seulement les professionnels, les gestionnaires, les organismes communautaires, puis toutes les personnes qui travaillent autour des personnes réfugiées, mais évidemment des personnes provenant de l'immigration ou réfugiés aussi. D'où l'implication de personnes usagères ou personnes citoyennes avec nous. Les stratégies sont basées sur une offre de services coordonnée et continue pour améliorer les interventions de première ligne et favoriser l'intégration. Donc, clairement, on s'inscrit dans cette vision-là. Et le fondement de l'intervention de proximité autour de laquelle on a bâti la recherche-action. Ces interventions-là, elles sont vraiment faites pour servir de pont entre services de santé, services sociaux et les communautés dans lesquelles elles s'inscrivent. Donc, l'intervention de proximité dans laquelle on s'est inséré pour notre projet, et puis avec laquelle on continue d'ailleurs de collaborer, s'inscrit vraiment dans cette vision. L'objectif de notre recherche-action, l'objectif principal, c'était de mettre en œuvre en fait une innovation de maillage. Qu'est-ce qu'on entendait par innovation de maillage? C'était une intervention à la fois intégrée, pérenne et basée sur les besoins de la communauté d'un quartier de Sherbrooke pour améliorer la prise en charge de personnes réfugiées au sein du continuum de services de première ligne. D'où l'alignement aussi avec ensuite les trajectoires de services, puisque c'était oui la première ligne, mais il fallait aussi qu'il y ait des communications ou de la cohérence avec d'autres services quand il y avait besoin. On a mené cette recherche avec donc un partenariat avec différents acteurs, donc y compris donc le comité consultatif communauté culturelle immigrante du sud de l'Estrichus et ses travaux. Donc parmi les 59 répondants, donc les 59 répondants que Lara a cité tout à l'heure sont répartis sur des catégories. Donc on a commencé bien évidemment avec les personnes réfugiées. Vous allez voir ici, donc on a mener des focus group. On a organisé des focus group, mais aussi des entretiens, chaque fois avec chacune des catégories. On a commencé avec les personnes réfugiées, puis avec les professionnels, les intervenants du réseau et de l'accueil, les acteurs de la communauté de différents secteurs, puis les gestionnaires, et on a fini avec les acteurs stratégiques, accueil et réseau. Et donc, à chaque fois, on a organisé des focus group et des entretiens. Le nombre de personnes qui participent chaque fois donc, va de 9 à 11, mais pour les personnes réfugiées, donc, on a travaillé avec 19 personnes. Donc, ce qui ressort de cette recherche, donc d'abord, en ce qui concerne le sens ou la définition de la santé selon les répondants réfugiés. Donc, pour eux,
pour ces personnes, donc la santé, c'est d'être à la fois bien dans son corps et dans sa tête. Cela implique une capacité à se soigner. Donc, la capacité à se soigner, le fait d'avoir accès à une alimentation saine, mais aussi de pratiquer une activité physique. Et donc, pour le côté un peu plus être bien dans sa tête, se sentir aimé, c'est surtout être entouré de personnes de sa communauté ou de sa famille. Donc, on a eu donc le fait d'être avec ses proches, avoir peu de soucis et pouvoir compter sur les autres. Donc, en gros, d'être bien entouré. Deuxième composante de cette définition-là, c'est d'être capable d'être acteur de vie, tant physiquement que mentalement, de façon à pouvoir prendre soin de sa famille. Et donc, pour comprendre un peu ce que c'est la santé du cœur et de l'âme pour ces personnes, il y a 4 éléments qui ont été identifiés. Donc, d'abord, c'est le fait d'avoir des émotions, des pensées, ça peut être positif ou négatif, qui peuvent affecter la vie quotidienne de ces personnes. Par la suite, donc, l'élément qui a été identifié également, c'est le fait de penser comme un élément très important dans la santé du cœur et de l'âme, c'est de penser aux événements violents qui ont poussé ces personnes à quitter leur pays et le fait d'avoir laissé des membres de leur famille derrière eux. Donc, on peut voir ici dans la citation, c'est quelque chose, c'est une citation d'un répondant, mais c'est quelque chose qui revenait souvent. De chaque fois, donc, on me parle de ce que j'ai vécu, ça me rappelle, c'est comme si je le revivais de nouveau ou à nouveau. Un autre élément qui a été donc cité, c'est le fait d'arriver d'un nouveau pays avec tout le lot de changements que cela impliquait, le changement au niveau, la différence au niveau de la langue, mais aussi les différences de coutumes, de traditions, l'organisation de la vie. Donc, tous ces éléments-là qui créent beaucoup de stress. Et ce qui ressort donc de tout ça, c'est que l'élément principal pour être en santé, du point de vue du cœur et de l'âme, c'est d'avoir la possibilité de compter sur la communauté, mais aussi le fait d'avoir un emploi. Et ça, on le voit dans la deuxième citation, donc en rouge à droite, c'est le fait que le travail permet de ne plus penser à tout ce qu'on a vécu, à tout ce qu'on a perdu. Donc, le travail occupe, en gros. Donc, en ce qui concerne les intervenants, ce qu'ils pensent de leur côté de la perception qu'ils ont de la santé mentale des réfugiés, donc quelques éléments qui ont été identifiés. Donc, d'abord que pour ces personnes-là, la santé mentale paraît comme une préoccupation qui n'est pas vraiment majeure parce que ces personnes ont des priorités, notamment d'installation, d'insertion dans le nouveau pays. Donc, c'est un peu, si j'ose dire, marginal. Le deuxième élément qui a été identifié dans cette perception-là, c'est la confusion qui pourrait exister entre la santé mentale et les maladies mentales, qui seraient donc des maladies qui nécessiteraient donc des traitements de type psychiatrique. Le troisième élément qui a été identifié, c'est le fait que pour ces personnes-là, il y a vraiment, pour des raisons peut-être culturelles, donc liées à la culture d'origine dans le pays ou la société d'origine, où la santé mentale serait, ou les problèmes de santé mentale seraient perçus comme une sorte de faiblesse ou un tabou, en fait. Donc, ces personnes, de ce fait, ont une certaine difficulté à reconnaître ou à exprimer les problèmes de santé mentale, notamment parce qu'il n'y a pas de symptômes physiques. Et donc, le dernier élément qui ressort de ce que les intervenants relèvent, c'est que la santé mentale est pour ces personnes-là, avant tout, un enjeu privé. Donc, ça se discute au sein de la famille. On n'en parle pas forcément à des personnes étrangères, entre guillemets. Et donc, ça peut être aussi associé à des croyances religieuses. Maintenant, en ce qui concerne le sens de la vulnérabilité, selon les intervenants, ce qui ressort de leur donc, témoignage, c'est d'abord qu'il y a différents éléments, bien sûr, qui expliquent la vulnérabilité des personnes réfugiées, mais que l'accès ou la difficulté d'accès aux soins ou aux services n'a pas été nommée parmi ces éléments. Donc, c'est le premier élément à retenir. Le second, c'est que la vulnérabilité des personnes
personnes réfugiées n'est pas vraiment clair pour tout le monde, en comparaison avec d'autres populations qui sont considérées comme vulnérables, comme des personnes en situation d'itinérance ou des personnes présentant des problèmes de santé mentale ou encore des problèmes de limitation fonctionnelle. Donc, ce n'est pas très clair la vulnérabilité de ce côté-là. Et puis, il y a vraiment une difficulté à sortir un peu l'argument de la vulnérabilité lorsqu'il s'agit de justifier une décision ou une intervention. Donc, il y a vraiment un enjeu de cohérence entre l'action et la prise de décision des intervenants. Donc, pour ce qui concerne les enjeux d'accès aux services, donc on identifie les enjeux de point de vue des personnes réfugiées, mais aussi des points de vue des personnes, des intervenants. Donc, pour les personnes réfugiées, les facteurs qui freineraient l'accès ont été identifiés, et ces facteurs-là seraient d'abord les difficultés d'accès à un médecin de famille. Il y a aussi les délais d'attente qui sont donc à la fois les délais d'attente de voir un médecin, mais aussi les délais d'attente au sein des services de santé. Par la suite, il y a certaines difficultés liées aux différences linguistiques, donc la barrière linguistique ou les barrières linguistiques, mais aussi des insatisfactions liées aux intermédiaires qui sont les interprètes, en tout cas pour l'aspect linguistique. Il y a un manque d'information aussi qui a été souligné, quelques barrières administratives et surtout la méconnaissance des ressources disponibles. Donc, c'est un peu lié aussi au manque d'information. Il y a aussi un élément qui a été cité qui est assez intéressant. Ces personnes-là sont majoritairement ou pour une grande partie inscrites à des cours de francisation et donc le manque de flexibilité au niveau des cours de francisation a été souligné. Ces personnes donc ne peuvent pas, par exemple, s'absenter pour plus qu'une dizaine d'heures, entre autres exemples. Et donc, ça freine un peu leur accès aux soins. Donc, pour les facteurs qui facilitent l'accès maintenant, donc l'aspect plutôt positif, donc d'abord, on relève une bonne prise en charge à l'arrivée, donc des personnes réfugiées, le fait que les services soient gratuits, qu'ils soient aussi de qualité, de bons services, le fait pour certains d'avoir accès à un médecin de famille, pour certains aussi le fait de connaître le français, le fait de passer par la clinique des réfugiés, ça revient aussi à la bonne prise en charge à l'arrivée. Ces personnes-là aussi ont un portrait réaliste du réseau de la santé et des services sociaux. Puis le dernier élément qui a été souligné, c'est la connaissance des services disponibles. Pour ce qui est des enjeux reliés aux interventions, ce que les intervenants et les gestionnaires ont décrit, en fait, ils ont nommé plusieurs défis. On peut penser d'abord aux services disponibles qui ne sont pas nécessairement en adéquation avec les besoins de cette population, aux situations fort complexes d'intervention d'un côté, mais aussi du vécu des réfugiés quand ils arrivent au Québec. La gestion des attentes des réfugiés envers les services est aussi un enjeu. La compréhension des différences culturelles n'est pas toujours très bien comprise des intervenants ou en tout cas dépendamment des situations véhiculées. Également, il y a une sensibilité interculturelle qui peut varier d'un individu à l'autre ou d'un service à l'autre, qui n'est pas nécessairement homogène dans tous les services. Et il manque naturellement de ressources en intervention, particulièrement avec cette population-là. Parmi les solutions qui ont été mises, c'est d'adapter mieux les services, de mettre en commun le vécu de mettre en commun les difficultés ou en tout cas les bons coups entre les intervenants, que ce soit par des plateformes ou des forums pour essayer d'aider un peu les gens à mieux intervenir, d'avoir une meilleure compréhension sur les rôles et des responsabilités de chacun dans le réseau et également parmi les organisations communautaires, une meilleure collaboration entre les intervenants et plus de formation pour améliorer les compétences interculturelles. Quand on pense aux enjeux d'organisation, il y en a plusieurs. En fait, il y a l'aspect intersectoriel, donc entre les différents acteurs et organisations impliqués.
D'abord, les acteurs se connaissent peu ou ont une compréhension limitée de ce que chacun fait. La reconnaissance des acteurs hors du réseau de la santé et des services sociaux, donc c'est quelque chose que les acteurs communautaires ou hors réseau nommaient, qui n'étaient pas toujours reconnus dans leurs compétences. Les conditions pour la concertation intersectorielle ne sont pas toujours optimales et les communautés d'accueil sont peu accompagnées. Ça entraîne des difficultés d'arrimage, un travail en silo et un dédoublement de certains services puisque une mauvaise coordination qui se fait par tous les intervenants concernés. Quand on pense aux enjeux organisationnels, c'est-à-dire les arrimages à l'interne dans le CIUS, dans le réseau de la santé, il y a un problème au niveau des ponts, des liens entre les services, les directions, les programmes, mais également entre les intervenants concernés qui ne sont pas suffisants pour bien faire circuler la communication et l'information par rapport à la population visée. Donc, il y a plusieurs scénarios, des propositions de scénarios qui ont été émises à partir des résultats, des focus group, de tout ce qu'on nous a dit. Donc, on les a divisés en différents enjeux. Donc, il y a les enjeux des réfugiés, pour les personnes réfugiées. Donc, c'est important de créer des opportunités de participation basées sur leurs forces, de renforcer le réseau des citoyens. Au niveau de l'offre de services, bien déjà de reconnaître la vulnérabilité, on en parle, mais pas suffisamment reconnue dans la mise en action, dans les décisions. Donc, c'est important de la reconnaître, d'identifier les portes d'entrée pour que tout le monde sache un peu par où aller, autant les réfugiés que les intervenants, savoir où référer, favoriser l'accompagnement des gens qui présentent des cas complexes et de dédier une ressource en santé ou en social, mais surtout santé. Le social est déjà là, en proximité pour répondre aux urgences mineures. Au niveau des interventions, bien adapter les contenus, former davantage, optimiser les services d'interpartenariat, médiation culturelle qui n'est pas toujours optimale, même si elle est présente. Au niveau des arrimages, on en a déjà parlé, mais autant intersectoriel, de documenter mieux qui fait quoi, créer des partenariats, donc développer des actions, développement des communautés également pour les mettre en force au niveau de l'empowerment. Au niveau interne, bon, travailler mieux ensemble, collaborer mieux ensemble. Au niveau de la gouverne, ce qui est important, savoir qui est porteur, quel mandat on se donne, préciser les orientations, faire des liens aussi dans les trajectoires déjà existantes au niveau du CIUS de l'Estrichus. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place et on a eu la chance de mettre en place une journée de partage de connaissances et de réflexion pour l'action. Donc, ça a eu lieu le 22 juin. Ça a été fort intéressant. Il y a eu beaucoup de participants, une soixantaine, beaucoup de réfugiés, des représentants municipaux, politiques, chercheurs, acteurs des réseaux de la santé, organismes communautaires. Donc, ce qui est intéressant, c'est la journée comme telle, mais également les semaines qui ont précédé. Donc, toute l'organisation de cette journée-là, ça s'est fait vraiment au niveau intersectoriel. On a déjà mis en action ce qu'on aimerait mettre en action dans le réseau, c'est-à-dire travailler ensemble, se connaître et essayer d'améliorer les services. Donc, comme activité, en plus de divulguer les résultats de la recherche, il y a eu des ateliers pour les réfugiés, pour tous les acteurs. Donc, il y a eu 3 ateliers qui étaient dédiés surtout pour les réfugiés. Les autres acteurs pouvaient tourner dans tous les ateliers qu'ils voulaient, mais les 3 premiers ateliers qui étaient rotatifs, c'était de discuter au niveau des propositions d'intervention de proximité. Donc, il y avait déjà des propositions et il allait élaborer, pas élaborer, mais confirmer ou en tout cas ajouter des éléments là-dessus. Au niveau des outils, donc des ressources, comment aider pour connaître les ressources locales à partir des outils d'orientation, comment impliquer davantage les citoyens et les pistes d'action. Et l'atelier de discussion des enjeux de collaboration intersectorielle, c'était dédié seulement aux acteurs, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les réfugiés puisqu'ils étaient impliqués dans les autres ateliers. Et cet atelier-là nous a amené à confirmer déjà tout ce qui avait été nommé déjà comme constat dans la recherche, comme méconnaissance ou concertation qui était sous-optimale et qui amenait plusieurs problèmes d'arrimage ou de développement de services. Et tous ensemble, les acteurs ont reconnu l'importance de mieux travailler ensemble, de faire des liens déjà dans ce qui existe, d'impliquer davantage le communautaire. Et d'ailleurs,
Il y a une action qui est en cours, c'est la ville de Sherbrooke, Ville en santé, qui a déjà mené des consultations pour essayer de créer une instance de concertation en immigration. Donc, depuis janvier, il y a plusieurs consultations qui sont en cours et éventuellement, on espère avoir un développement de ce côté-là où on va pouvoir travailler davantage ensemble. Donc, on travaille déjà ensemble, les acteurs, mais comment travailler mieux ensemble et établir des plans d'action. Au niveau des actions à venir, mais qui est déjà en cours aussi depuis quelques mois, c'est à travers le comité consultatif communauté culturelle et migrante du Grand CIUS. Donc, il y a eu des groupes de travail, 4 groupes de travail qui ont été mis sur place, qui sont en cours présentement. Donc, pour améliorer l'accessibilité et l'adaptation des soins et services, particulièrement en jeunesse, avec la dimension de santé mentale, améliorer l'accessibilité aux médecins de famille en incluant aussi la reconnaissance de la vulnérabilité des personnes réfugiées, travailler également sur l'amélioration des instances intersectorielles, intra- et intersectorielles, et essayer de développer des interventions intersectorielles de proximité dans les 2 quartiers. D'ailleurs, suite à le projet qu'on est en train de présenter, il y aura une suite qu'on est en train de mettre en place, c'est-à-dire l'implantation et l'évaluation d'une clinique intersectorielle de proximité auprès des personnes réfugiées. Le financement est en cours de signature, ça devrait commencer au cours de l'année. Donc, c'est vraiment grâce à ce projet que ce nouveau projet va pouvoir se mettre en place. Il y a également un projet en santé mentale pour les réfugiés, comment intervenir mieux avec eux au niveau de la perception, des attitudes, savoir comment faire un bilan de bien-être plus adapté en fonction de leurs besoins et de la littérature. Également, un projet de santé au niveau de la santé des personnes réfugiées qui va nous donner de l'information sur le profil d'utilisateur, les trajectoires types à l'intérieur du réseau, donc à partir des données de la RAMQ. Donc, ça aussi, c'est en développement. Donc, merci de votre attention. On vous montre également quelques références qui ont servi à ce beau projet et on est disponible pour vos questions. Merci beaucoup. Merci pour la super présentation. C'est vraiment très intéressant, là, vraiment un projet très ambitieux. On voit que vous avez travaillé fort là, pendant ce projet-là. Donc, juste pour les participants, je vous rappelle que vous pouvez écrire des questions dans la boîte questions pour les présentateurs. Vous pouvez aussi lever la main, là, puis on va vous ouvrir le micro. Peut-être juste pour commencer la période de questions, moi, j'avais une question par rapport à la démarche de recherche-action que vous avez entreprise. Donc, on sait, comme Lara l'a mentionné aussi, on sait que la démarche de recherche-action vise aussi à améliorer les compétences des gens qui participent à la recherche-action et qui peut avoir des retombées autres que juste les résultats du projet. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu des retombées autres là, que vous avez perçues? Comment ça s'est passé un peu ce côté-là? Vous voulez que je commence? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Mais en fait, ce qui a été assez fort dans ce projet-là, parce que j'en ai fait quelques autres, mais enfin, je ne veux pas les mettre en comparaison, mais ce que je veux dire, c'est ce qui était impressionnant dans ce projet, puis vous me compléterez les filles, mais c'était vraiment quand on parle d'innovation de maillage, c'est pas juste des mots, puis c'est pas juste un concept. Ça a vraiment été ça qui s'est passé. Il y a des choses qui existaient avant qu'on mette en place ce projet-là. Donc, ça a comme réactivé à la fois l'innovation de maillage, à la fois les acteurs qui gravitaient déjà autour des personnes réfugiées, mais chacun en fait, c'est comme si ça avait brisé des silos. Je dis pas que tout est magique puis que tout a disparu du jour au lendemain, mais ça a vraiment eu cet effet d'incubateur de relations ou de maillage autour d'un sujet commun, autour d'une population puis d'enjeux communs. Puis tout le monde s'est reconnu en fait dans les résultats qui sont sortis, dans les scénarios qu'on proposait, que ce soit au niveau de l'intervention, que ce soit au niveau de la gestion, puis surtout au niveau que ce soit au niveau des décideurs aussi, parce que même si c'est pas des personnes qui travaillent directement avec les personnes réfugiées ou sur ces dossiers-là, c'est un dossier parmi d'autres. Parce que, comme on a dit, il manquait à l'époque de porteurs réels à ce niveau-là, mais ils étaient tous dans une écoute puis une compréhension des enjeux vraiment hors normes. Donc, ça a donné que oui, au niveau de la ville, il y a des avancées qui ont été faites puis sur lesquelles on participe nous aussi activement. Oui, au niveau du comité consultatif, au niveau du SUS, mais aussi au niveau de la communauté elle-même, il y a des liens qui se sont créés. Notamment, on l'a vu en
en action réelle pendant l'activité de transfert de connaissances du 22 juin, où là, ça a comme porté fruit pour la préparation de cette journée-là avec les acteurs impliqués, puis avec les acteurs qui sont venus en plus se rajouter ce 22 juin. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, France, Mustapha? Je pense que Lara a bien résumé, mais je pense que ce projet, effectivement, pour partir d'un premier projet, je pense que ça a découlé. En fait, ça a mobilisé des gens qui étaient déjà sur place, mais ça donnait un élan pour pouvoir continuer ce qui était déjà commencé, pour remettre ça comme une priorité, en tout cas d'actualité, puis continuer sur d'autres projets. Je pense que c'est un très beau projet dans l'ensemble, autant dans ce qui a déjà été réalisé que la suite qui viendra après. Merci. Puis en fait, peut-être juste pour relancer là-dessus, comment vous y êtes pris pour créer une vision commune un peu au sein de votre projet de recherche-action en ayant tous ces secteurs-là, tous ces acteurs-là autour de la table, en sachant que souvent les gens arrivent quand même déjà avec leurs objectifs propres. Qu'est-ce que vous avez pris comme moyen pour vous assurer d'un bon alignement là, pour la suite du projet et de créer justement cette vision commune là, pour le projet? Mais en tout cas, je ne vais pas paraphraser le CIUS, mais on a réellement, je pense sincèrement, fait fi des agendas de tout et chacun et on a réellement mis les enjeux et les besoins de la population et des personnes réfugiées au centre de toute action qu'on entreprenait. Donc, je pense qu'une fois qu'on met ça au centre, c'est comme tout, on se rejoint tous pour la même chose. Ensuite, dépendamment de nos intérêts ou c'est sûr que c'est énorme, c'était aussi très politisé au moment où on a commencé la recherche et puis ça l'est toujours beaucoup. Mais on a essayé de faire fi de tout ça, puis on a été droit au but qui était comment on fait pour améliorer l'accès des services pour cette population-là. Puis on avait des gens qui travaillent à tous les jours avec ces personnes-là, que ce soit à leur arrivée directe via les organismes communautaires, la clinique des réfugiés, les intervenants de l'intervention de proximité. Ce que je veux, c'est que tout le monde gravitait autour et était directement impliqué et avait à cœur de régler cet enjeu-là. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas menti non plus dans le sens où on n'a pas dit qu'on allait tout arranger en arrivant avec un projet de recherche, mais ce qu'on a tenté de faire, c'était découper tout ça un petit peu pour faire sens et puis aller étape par étape. Puis la première étape, c'était que tout le monde se rencontre, tout le monde parle le même langage, puis tout le monde va aller dans le même sens. Puis résultat, suite au scénario qu'on a proposé, on a fait un protocole de recherche sur la clinique intersectorielle de proximité. Et puis on est normalement financé, puis ça va de l'avant par rapport à ça. Puis là, c'est vraiment quelque chose de beau, de fort, puis qui est solide notamment au niveau scientifique, mais aussi tout simplement au niveau de l'interaction et puis l'interrelation humaine autour de ce projet, tout simplement. Puis, j'ajouterais que c'est quand même... En fait, ce projet-là a permis de revivre un peu ce qui avait eu lieu il y a 10 ans déjà, quand la clinique des réfugiés, en fait, j'ai travaillé très fort à ce moment-là avec d'autres acteurs à mettre la clinique de réfugiés en place. En fait, la clinique des réfugiés s'est mise en place parce qu'il y avait déjà des gens qui existaient sur le terrain. Il y avait déjà une volonté de faire quelque chose avec une réalité, avec des enjeux qui étaient là. Il y avait déjà... En fait, c'est quelque chose un peu similaire. Il y a plein de gens qui travaillent pour la même chose. Il y a des gens engagés, il y a des gens avec plein de force. Il y a plein de choses qui existent, mais on dirait qu'il n'y avait pas de lien nécessairement entre tous ces gens-là. Et il manquait à ce moment-là un petit maillon qui était la clinique des réfugiés, qui a permis de faire des liens ou qui a réactivé ou qui a donné la voix à plein de gens pour s'exprimer, pour faire des liens, des arrimages, un meilleur travail entre nous. Et 10 ans plus tard, entre 8 ans plus tard, parce que le projet a commencé il y a 2 ans, on se retrouvait dans un contexte plus difficile au niveau de la fusion du Grand CIUS. Les gens avaient perdu un petit peu leur repère, ils ne savaient pas trop où aller, les gens avaient d'autres priorités, étaient occupés. Et là, c'est clair que les réfugiés ont été un peu les oubliés. C'est un peu l'idée du projet au départ. Ils étaient un peu les oubliés dans la trajectoire, dans la fameuse trajectoire qui a été mise en place.
Donc, l'idée est venue un peu de ça. Moi, dans une rencontre, à un moment donné, on disait quel projet on pourrait faire pour les trajectoires. Et moi, je me suis mis à dire, ben, pourquoi on ne ferait pas un projet sur les oubliés des trajectoires? Et c'est comme ça que le projet est venu a pris forme à un moment donné. Il y a eu le projet des itinérants, mais également le projet des réfugiés qui fait partie des oubliés de ces trajectoires-là. Et donc, comme ils étaient oubliés dans les services, mais oubliés dans les discussions, oubliés dans les arrimages. Et ce projet-là a permis de mettre tout le monde ensemble et de reprendre la discussion où avait été laissée avant avec tous les ajouts du contexte et de la réalité d'aujourd'hui et d'aller plus loin parce qu'à chaque fois, c'est comme un peu une spirale. Donc, on fait une couche, puis après, il se passe d'autres choses, puis on va à un autre niveau. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est rendu en 2019 et 2020 presque. Hein? Ça va vite, ça va vite. On vient de commencer 2019. Mais c'est super intéressant. Puis je me demandais parce que vous avez opéré, vous avez mené ce projet-là quand même dans un contexte qui n'était pas facile et qui avait beaucoup de changements un peu, il y avait un peu une tempête, si on veut, dans le système de santé au même moment. Comment est-ce que vous avez fait pour garder le cap, outre évidemment le mettre au centre des priorités des personnes réfugiées avec lesquelles vous travaillez, mais comment vous avez fait pour vous adapter au fur et à mesure? C'est quoi les défis liés à ces changements contextuels-là auxquels vous avez dû faire face avec ce projet-là? Les défis étaient majeurs. Là. Effectivement, c'était une tempête. Et le fait d'avoir ce projet-là, le fait d'avoir tous ces gens-là réunis, en fait, je pense que le succès de ce projet-là aussi, ça repose aussi sur les gens qui ont fait partie de ce projet-là, sur les gens qui ont bien voulu travailler ensemble et mettre toutes leurs forces qui existaient déjà, mais on a mis nos forces ensemble, on a eu une volonté, on a travaillé fort. Je pense qu'avec le budget qu'on avait avec le projet, c'est incroyable tout ce qu'on a pu faire. Et ça, c'est parce qu'il y a plein de gens qui ont porté main forte à ce projet-là. Et tout le monde, pour moi, un des moments forts de ce projet-là, c'était le focus group avec les acteurs communautaires, quand on a mis tout le monde sur la table et qu'on a laissé les gens parler. Et on voyait comment les gens étaient prêts à aller plus loin, à se rencontrer, à faire des choses. Et la journée du 22 juin, et pas seulement la journée, c'est toute la préparation avant. C'était extraordinaire ce qui s'est passé là. Et ça, c'est là. Et je pense qu'il y a un momentum pour continuer. C'est important de continuer parce que il y a encore, on a fait beaucoup, mais il y a encore beaucoup à faire. Puis, si je peux rajouter, et ça, je suis tout à fait d'accord, je vous dis que c'était un momentum extraordinaire, mais en lien avec l'implication des personnes dans le réseau, puis des personnes qui étaient dans le tsunami de la réforme, ce qui a joué, c'est pas le seul facteur, mais moi, je pense que, en tout cas, c'est une de mes hypothèses, il faudrait la tester. Mais le fait que je sois rentrée dans ce projet en tant que chercheur d'établissement, donc intégrée déjà dans le SUS, versus une position que j'aurais eue à l'extérieur au niveau académique, etc. Puis je dis pas que l'une est meilleure que l'autre, mais je pense que ça a été un facteur facilitant énormément parce que j'étais dans la machine et je pouvais avoir accès à tout le monde. Et comme on était, faut le dire quand même, des bonnes ambassadrices, France et moi, du projet, on mettait en avant non seulement le projet, mais aussi c'était vraiment, il y avait une conviction, il y avait un peu un jeu d'advocacy qu'on jouait aussi. Mais je pense que les gens, ils étaient aussi, ils se laissaient influencer par cette vague qui arrivait vers eux. Donc c'est sûr qu'on n'imposait rien à personne, mais les gens avaient envie de faire partie du projet. Il y avait une réelle envie de ne pas être laissé de côté, mais d'être impliqué dans l'équipe. Tous ces éléments-là, c'est des variables, disons, d'un projet de recherche, puis l'objectif était constant. Donc, on n'a pas changé, on n'a pas perdu de vue notre objectif principal. Puis, la constance aussi, c'était les personnes réfugiées qui étaient au centre de la recherche. Mais en fait, je vous partage qu'il y a plusieurs participants qui vous disent bravo pour votre projet là, dans la boîte de chat et qui vous félicitent du travail que vous avez fait. Je vais peut-être juste vous donner quelques questions là, qui rentrent. L'une qui vient de Lamia Belfares qui demande qu'est-ce que la clinique intersectorielle de proximité offrirait comparativement à la clinique de santé des réfugiés? France, tu vas ou j'y vais?
Je peux bien y aller. En fait, la clinique des réfugiés, il y a beaucoup de choses qui est fait à la clinique des réfugiés, mais c'est vraiment à l'arrivée des gens. Donc, on fait un bilan complet de bilan de santé et bien-être, et on fait des traitements ponctuels à ce moment-là. On fait des références dans le réseau. On a bâti un grand réseau autour de la clinique des réfugiés, mais par la suite, il n'y a pas de prise en charge avec la clinique des réfugiés, étant donné qu'on a beaucoup d'arrivées à chaque année. Par la suite, ils sont envoyés dans le réseau et malheureusement, on a un problème d'accès aux médecins de famille, particulièrement à Sherbrooke. Et ils vont passer encore 3, 4, 5 ans sans médecin de famille. Alors, l'accès pour les réfugiés après avoir passé, c'est le post-clinique des réfugiés qui est le problème. Donc, souvent, ils ont le CMU qui est difficile d'accès et le reste de l'urgence, c'est limité. Donc, on a déjà des interventions de quartier qui sont là depuis 10 ans aussi, qui sont excellents, mais qui sont surtout au niveau social. Donc, à part la pédiatrie sociale, qui s'est rajoutée il y a quelques années, qui est pour pédiatrie sociale, donc le dit, c'est pour les enfants orphelins, donc sans médecin de famille, mais pour tous les adultes et tout le volet santé, en tout cas, il y a peu en santé, c'est surtout au niveau social. Et ce qu'on a l'intention de faire avec le projet intersectoriel en proximité, c'est d'avoir une infirmière dans les interventions de quartier, dans les 2 interventions de quartier. Le projet actuel pour Réseau 1, on parle aujourd'hui, c'est avec Jardin Fleury, mais le prochain projet, ça serait à Ascot et Jardin Fleury, donc une infirmière sur place qui pourrait répondre à des besoins de santé. On essaierait de l'aider au maximum de son autonomie possible à travers des ordonnances collectives, à travers d'autres choses pour pouvoir travailler avec la communauté, avec un agent de santé communautaire qui ferait le pont culturel avec la population, avec les intervenants sociaux qui sont déjà là, et qui ferait un pont aussi avec une IPS qui s'ajouterait à la clinique des réfugiés, qui pourrait donner un soutien à l'infirmière aussi, qui aurait un lien après avec les médecins de la clinique des réfugiés. Donc ça, c'est un volet. Il y a le volet 811 également. Présentement, il n'y a pas d'accès pour les allophones à la ligne 811, donc à Info Santé. Donc, on aimerait que ce service-là qui existe pour tout le monde au Québec existe aussi pour les gens qui ont des problèmes, qui ont des barrières de langue, donc les allophones. Et donc, ça résume un peu le projet, mais je pense que ça a été nommé depuis le début. Ça fait longtemps qu'on voulait quelque chose comme ça et le projet qui s'en vient va nous permettre de le documenter, de le mettre en place, puis en espérant de pouvoir transférer à d'autres régions par la suite. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que c'est vraiment un projet qui fait à la fois un focus sur les personnes réfugiées par rapport aux enjeux, puis par rapport aux besoins qui sont sortis du projet précédent, mais aussi qui a tout un aspect populationnel, c'est-à-dire que ça prend à large au niveau de ces quartiers-là qui sont défavorisés. Donc, on ne fait pas un système parallèle ou une voie parallèle pour des personnes réfugiées versus les autres personnes du quartier ou de la communauté, mais c'est bel et bien le rôle de l'infirmière de proximité qui est développée au sein du quartier pour tout le monde. Et quand elle est amenée à travailler avec des personnes réfugiées qui ont des besoins particuliers, etc., seront référées à la clinique des réfugiés et à l'IPS. Donc, c'est vraiment, on est sur les 2 aspects parce qu'on ne voulait absolument pas créer des distorsions ou encore plus d'inégalités entre les gens d'une même communauté. Puis, ce qu'on peut rajouter aussi en proximité, on se rapproche plus des déterminants sociaux de la santé aussi. Donc, c'est vraiment dans les quartiers, avec les gens, avec la communauté. Il y a beaucoup d'activités de sensibilisation, de formation qui vont se donner aussi. Ah, puis, en fait, Lamia vous dit vraiment super intéressant, puis qu'elle voit vraiment plusieurs des mêmes besoins à Québec, là, donc de la pertinence vraiment de votre approche. Il y a Yves Couturier qui demande la question, quels sont les besoins de coordination, d'accompagnement qui ont été exprimés par les personnes réfugiées pendant votre projet au niveau de l'accompagnement, de l'accompagnateur, de l'agent communautaire là, dont vous parlez? Ouais. Safa, vas-y, je sens que tu veux répondre. Alors, si j'ai bien compris, en fait, la question, c'est que actuellement, les personnes réfugiées ont généralement un intervenant communautaire
qui facilitent parfois leur accès au système de santé, ne serait-ce que par la prise de rendez-vous ou le fait de permettre à ces personnes, par exemple, de profiter du service d'un interprète, parce qu'on gère une banque d'interprètes au centre. Et donc, la coordination reste quand même assez limitée. Comme je donne juste l'exemple du centre où il y a une personne qui assure le suivi des rendez-vous de santé. Donc, ça reste très limité pour les besoins urgents, les besoins de proximité. Ça reste des rendez-vous donc de suivi ou autre, ou des rendez-vous parfois à la CMU, mais ça reste très limité. Donc, une meilleure coordination à ce niveau-là faciliterait beaucoup la vie des réfugiés, notamment les personnes qui ne parlent pas le français. Je ne sais pas si ça répond. Puis, je pourrais peut-être ajouter aussi, c'est sorti aussi au niveau de l'accompagnement pour les cas complexes. Donc, pour l'accompagnement des gens, au lieu de faire simplement une référence pour que la personne se retrouve chez les référents seuls, donc, il y a beaucoup de gens qui l'ont expérimenté, que ça donne vraiment des résultats. En fait, si l'intervenant, par exemple le travailleur social, accompagne la personne dans des services de santé mentale ou dans d'autres services, donc quand on fait un pont comme ça avec la personne pour des cas complexes, ça l'aide vraiment au niveau de bâtir un lien de confiance, puis au niveau de la continuité des services. Puis, si je peux juste rajouter, en termes de coordination, puis ça, c'est suite à l'analyse, parce que c'est pas sorti textuellement comme ça dans les focus group, mais le lien entre le social et la santé, puis la communauté, puis d'autres acteurs, enfin d'autres secteurs, cette personne-là, c'est sûr qu'elle va pas tout régler, mais qu'elle soit reliée directement à la personne ou à la famille réfugiée et qu'elle fasse le lien indépendamment du fait que tu sois intervenant, gestionnaire ou programme santé sociale ou autre, bah, cette personne-là, elle fait le lien, elle devient comme le pivot, mais en dehors du réseau. Donc, c'est vraiment un atout, je pense, parce que justement, il n'y a plus de, bah, on évite en fait certaines lacunes ou certaines embûches par rapport à la planification ou à la programmation de services via les ressources, via les budgets, via tout ça. Donc, ça permet une personne qui devient comme une étoile et puis qui dispatche avec les références ou les services appropriés au bon moment. Parce qu'en fait, la collaboration en soi ou la coopération en soi existe d'une certaine manière. Il y a des personnes qui font un effort pour créer cette collaboration-là, mais ce qui manque, c'est vraiment de la coordination, justement, c'est d'avoir un aspect un peu plus institutionnel, entre guillemets, de la collaboration. Donc, de la rendre un peu plus efficace, mais aussi, voilà. Ah, mais merci pour la réponse très complète. Là, on voit que vous avez collaboré beaucoup. Là. Vous travaillez très, très étroitement pour répondre aux questions. On a une autre question qui nous vient de Pierre-Luc Turcotte, qui vous félicite de votre projet et puis qui vous demande comment est-ce que vous avez fait pour assurer des relations égalitaires de pouvoir tout au long du projet entre les personnes impliquées, notamment dans la journée du 22 juin. Alors, je ne sais pas si on peut parler toujours d'égalité. Là, ça serait un grand thème. Puis, je vous avoue qu'on n'a pas fait d'exercice là-dessus à proprement parler. Mais par contre, il y avait des groupes linguistiques différents. Et chaque groupe était rattaché à un interprète de la communauté puis de la langue, évidemment. Et en fait, dès qu'on était, par exemple, en plénière ou même en sous-groupe, il y avait toujours le temps pour chaque personne de bien comprendre, de bien traduire, de bien discuter ou de s'approprier tel ou tel matériel ou données ou information. Donc, tout le monde était logé à la même enseigne si on veut, parce que même si on parlait français ou anglais, peu importe, quand on était en groupe ou en sous-groupe, tout le monde attendait tout le monde, que tout le monde ait le temps de comprendre, de traduire et puis de poser des questions de compréhension s'il y en avait. Puis en fait, ça s'est quand même, au nombre qu'on était, ça s'est quand même très bien passé au niveau de cette journée-là. Je ne sais pas, les filles, si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça, mais je pense que là-dessus, on a même relevé le défi plus qu'on ne pensait. Puis ensuite, pendant les focus group, les entrevues, c'était 1 ou 2 à 1 avec l'interprète. Mais pendant les focus group, ceux auxquels j'ai assisté, parce que je les ai pas tous réalisés non plus, mais ceux auxquels j'ai assisté, il y avait une grande… déjà, on avait séparé les hommes et les femmes
parce qu'on voulait aborder des questions de santé qu'on pensait pouvoir être litigieux par rapport à la santé mentale ou des choses où on voulait vraiment que ce soit le plus fluide possible. Et chacune avait il y avait des interprètes pour chacune des langues. On s'est vite aperçu que plusieurs langues dans un focus group, c'était un peu intenable. Donc après, on s'est organisé un peu autrement. Et puis au niveau des réunions d'équipe, Fafa, France, dites-nous. Mais je pense que tout le monde a été logé à la même enseigne. Je pense que l'organisation aussi du 22 juin a été un succès du côté égalitaire parce que, en fait, c'était des gens qui venaient de la recherche, des interventions comme telles au niveau du CIUS, au niveau des écoles, au niveau communautaire, au niveau des agents de santé communautaire qui représentaient la communauté aussi. Et c'est pour ça que ça nous a pris plusieurs semaines parce qu'on l'a développé ensemble, on a co-construit ensemble. Et c'est de là le succès de cet événement. Parce que c'était pas une idée qui est arrivée, on a fait 2 rencontres, ça s'est fait. Ça aurait été beaucoup plus facile de l'organiser comme ça en termes de temps, mais en même temps, ça n'aurait pas donné le résultat que ça a donné. Le résultat du 22 juin, c'était vraiment un succès parce que c'est vraiment le résultat de toute une équipe. Et tout le monde toutes les idées étaient bienvenues. Là. Il y avait quelqu'un qui coordonnait, mais toutes les idées étaient reçues de la même façon. Là. Alors, pour les réunions d'équipe, moi, je veux juste ajouter parce que moi, j'ai participé à cette recherche en tant que citoyenne partenaire et donc en tant qu'interprète à l'origine de langue arabe, même si je viens du milieu de la recherche. Je peux attester, c'est comme juste un témoignage parce que il y avait la place pour tout le monde pour s'exprimer, pour participer concrètement au projet, y compris les citoyens partenaires. Donc ça, c'était très important parce que chacun sentait l'importance de sa présence dans ce projet, l'apport qu'il pourrait faire au projet. Pour la journée de transfert des connaissances, à part les moments où on parlait à tout le monde et qu'il y avait les interprètes, donc pour chacun des groupes aussi, on pivotait tout autour parce qu'on avait comme des tables thématiques. Et donc, on accordait le même temps pour chaque groupe communautaire avec l'interprète qui les accompagnait pour justement assister aux différentes parties, aux différentes thématiques qui étaient donc mises à l'avant ce jour-là de transfert de connaissances. Donc, c'était assez important de valoriser justement chacune de ces communautés-là se sentait valorisée, se sentait vraiment importante dans les résultats en fait qu'on va trouver dans cette recherche-là. Super, merci. Pierre-Luc avait une deuxième question, donc je vais vous la poser tout de suite, qui demande si vous avez des exemples des initiatives qui ont été prises par les acteurs qui ont été impliqués dans le projet pour mettre en place concrètement les solutions qui ont été identifiées par votre projet. Vas-y. Non, vas-y, t'étais lancée. Non, mais c'est parce que je me dis que présentement, on est encore en cours d'action, donc on n'a pas encore implanté quelque chose. On est en cours d'implantation et on a tenu compte de ce qu'ils nous ont dit pour ce qui est en cours d'implantation. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on c'est assez récent. Oui, c'est récent. C'est assez récent. On vient juste de finir, en fait, le projet. Donc, on ne s'attend pas à des résultats immédiats. Mais en fait, ce qu'on a fait dans les ateliers, dans les 3 ateliers que je vous ai nommés, qui avaient des rotations avec les réfugiés, c'est qu'on a validé avec eux que ça correspondait bien à ce qu'ils souhaitaient et on a essayé d'ajuster la solution qui, on espère, viendra bientôt en fonction de ce qu'ils exprimaient. Donc, c'est comme ça qu'on a tenu compte de ce qu'ils nous disaient pendant le projet, mais dans les ateliers aussi pour la suite qui s'en vient. Puis par rapport à la municipalité directement, parce qu'il y avait des représentants de la ville de Sherbrooke le 22 juin, clairement, tout ce qui est en lien avec la concertation de ville en santé, où il y a tout l'aspect diversité, immigration et donc réfugiés aussi, on n'est pas invité pour
pour décorer la salle, hein, dans le sens où c'est très, très concret, très clair par rapport à ce qu'ils veulent mettre en place. C'est dans une planification, évidemment, donc tout ça, ça va prendre du temps. Mais les activités qu'ils nomment et des possibilités ou des stratégies qu'ils peuvent mettre de l'avant, ça découle pas uniquement, mais en grande partie de ce qu'ils ont vu le 22 juin, puisqu'on leur a transféré les résultats préliminaires de l'ensemble de la recherche. Parce qu'il faut bien prendre conscience que là, on vous présente vraiment une vision large de tout de ce qu'on a fait pour pouvoir vous montrer un peu l'amplitude de la chose. Mais il y a eu des conférences, il y a plusieurs articles en préparation. Il y en a eu un qui a été accepté. Le protocole de recherche, il a été soumis au BMJ. Parce que je veux dire, c'est c'est encore très... On est en plein dedans, quoi, que ce soit au niveau académique, scientifique ou au niveau de mettre en place tout ça. Puis on est en lien tout le temps avec table de quartier, avec les interventions de proximité, puis toute la clinique intersectorielle dont on a déposé le protocole cet automne et qui a été accepté. Ce que je veux dire, c'est que on n'attend pas d'avoir l'argent déjà décaissé pour pouvoir commencer. Je veux dire, c'est que la planification, le A3 et charte de projet, etc., tout est déjà entamé. Donc, c'est sûr que ça va plus vite que va l'administration ou la logistique, mais tout ça va découler évidemment sur des interventions qui vont être à la fois sociales, santé, communautaire, au sein de 2 quartiers à Sherbrooke. Puis la beauté de la chose, c'est qu'on voit plus loin déjà, puis qu'on veut faire une mise à l'échelle et on veut essayer en fait, les acteurs des autres endroits comme à Québec, comme à Montréal et ailleurs sont intéressés déjà par ce qu'on a fait et veulent apprendre de notre expérience pour pouvoir implanter chez eux, puis de manière adaptée, évidemment. Donc voilà, après concrètement, oui, les gens se connaissent, oui, les gens ont envie, puis travaillent déjà ensemble, mais de manière peut-être plus cohérente et plus intégrée. Et en fait, puis on voit vraiment l'intérêt là, avec les participants. Il y a quelques personnes qui nous demandent plus d'informations. Donc, pour ceux qui demandent plus d'informations, on fera suivre vos demandes aux présentateurs là, pour qu'ils puissent faire le suivi directement auprès de vous après la présentation. Il y a Béatrice qui avait un commentaire. Béatrice, je vais ouvrir ton micro si ça te convient. On va voir si ça fonctionne. Donnez-moi juste un petit instant. Allô? Allô? Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Mais en fait, j'avais mis par écrit parce que je pouvais pas. Dans le fond, ce que je voulais juste dire, c'est que je pense que ça serait très intéressant de s'inspirer de ce projet pour impliquer de plus en plus de personnes autres que des francophones. Je pense à des anglophones ou des allophones pour entendre en fait la voix de tous les citoyens. Parce que le but, c'est d'améliorer les soins et services de tous et toutes, que ce soit à Sherbrooke ou dans le reste du Québec. Et malheureusement encore, pour des raisons de ressources, mais peut-être que là, ça pourrait être une façon de communiquer avec vous. Je ne sais pas que vous pourriez dire qu'est-ce que vous avez fait pour donner accès, pour que ça puisse se faire dans d'autres cadres que spécifiquement pour un projet sur les réfugiés. En fait, j'amène ce point-là aussi parce que donc que ça soit des patients, des citoyens, ils peuvent aussi être bilingues, mais aussi quand on parle de soi, de son expérience, il y a des émotions, il y a du vécu. Donc parfois, c'est toujours plus facile par sa langue maternelle. Et moi, je viens d'un milieu francophone, je suis française, mais je côtoie beaucoup d'anglophones. Et même si eux-mêmes sont bilingues, quand on met les tripes sur la table, ça peut être plus difficile de le dire dans une langue qui n'est pas la sienne. Et le message passe différemment. Ils ont peut-être le goût de s'impliquer, mais ils ne le font pas parce que peut-être cette barrière de la langue pour d'autres projets, que ça soit ici ou même des projets cliniques ou autres. Là. Fait que je trouve que c'est vraiment inspirant pour ça. Voilà, c'est tout. Et merci beaucoup, Béatrice. Merci, Béatrice. Et puis, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Donc, clairement, il y a beaucoup d'intérêt pour votre projet. Je vous remercie beaucoup d'être venu présenter. C'est super intéressant. Puis, vous allez certainement avoir des courriels de gens qui sont intéressés par votre projet. Si je le vois dans les commentaires des gens. Donc, juste pour conclure, pour les gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir leurs questions répondues et qui voudraient quand même avoir une réponse, écrivez-nous. Vous avez notre adresse sur le PowerPoint en ce moment. Vous pouvez nous écrire. On va s'assurer de faire suivre les courriels là, à l'équipe. Sinon,
Juste un petit rappel qu'on a un prochain webinaire qui est prévu donc le 22 mars, donc au printemps, avec Simon Bacon qui va nous parler des essais novateurs dans les projets de recherche axés sur le patient. Je vous rappelle que tous nos webinaires sont accrédités, disponibles sur YouTube pour revisionnement ou si vous avez des collègues qui n'ont pas eu la chance de se joindre à nous aujourd'hui. Si vous n'êtes pas déjà membre du réseau 1, donc c'est facile, c'est gratuit, allez vous inscrire. Et puis, comme j'ai mentionné, là, juste nous envoyer un courriel là, si vous avez des questions, des commentaires sur la présentation d'aujourd'hui, ça va nous faire plaisir de faire suite à ça. Vous allez aussi recevoir un petit sondage sur le webinaire tout de suite après. Donc, s'il vous plaît, prenez quelques minutes, ça nous aide toujours à avoir des nouvelles idées et puis à s'améliorer sur le format de notre webinaire. Donc, Lara, Safa, France, merci beaucoup encore, puis je souhaite un bon week-end à tous.